Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un truc que j'ai jamais fait avant, c'est-à-dire réagir à une vidéo. Là, on va réagir à une émission qu'a diffusée M6 il y a déjà quelques semaines. C'était E égale M6, des idées reçues sur la perte de poids, quelque chose comme ça. En tout cas, ça parle de perte de poids et c'est toujours intéressant d'analyser ces émissions pour voir si ce qu'on dit au grand public est vrai ou faux. Et là, dans cette émission, je l'ai déjà regardé, bien entendu, quand c'est passé à la télé. J'ai galéré à retrouver des extraits et justement, on va les commenter aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 16 minutes que je vais regarder et après, je regarderai ce que je vais garder au montage pour vous montrer. Mais globalement, j'ai eu quand même quelque chose, enfin, j'en ai tiré du positif en tout cas, puisque ce qui était représenté dans cette émission, c'était qu'il fallait perdre du poids, mais lentement. Après, forcément, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas rentré en détail dans cette émission et c'est justement ce que je vais vous dire aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de mon e-book que je sors aujourd'hui en même temps que cette vidéo YouTube. Donc si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, l'e-book est juste en dessous dans la description. En fait, je le sors en plein mois de juillet et c'est pour une raison précise, puisque je vais vous expliquer à l'intérieur comment poursuivre votre perte de poids lorsque vous êtes en vacances ou pendant l'été tout simplement. Je me suis basé sur des exemples, par exemple une personne qui part au bord de la mer, qui doit faire des choix stratégiques au niveau de son alimentation pour poursuivre sa perte de graisse. Je donne des exemples d'encas ou de petits déjeuners à faire qui sont protéinés, qui sont avec peu de calories pour pouvoir profiter tout au long de la journée. Je donne même à la fin de l'e-book un exemple où il y a vraiment une carte de restaurant et je vous explique ce que je choisirais pour par exemple perdre du poids sans pour autant avoir à me priver ou carrément ramener mon Tupperware alors que tous mes amis se régaleraient avec des moules frites par exemple. Bref, tout ça, ça se trouve dans l'e-book. Il est vraiment à prix ultra accessible et du coup jusqu'à mercredi prochain, je crois que c'est le 22 juillet la date exacte, il est en offre de lancement à moins 20%, donc profitez-en, tous les liens sont dans la description. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir directement passer à la vidéo. Juste avant, si ce que je poste sur cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à l'aimer ou à la commenter. Allez, c'est parti! Bonsoir, ce soir, je vous propose de parler minceur, un sujet qui est une préoccupation pour beaucoup d'entre nous, à l'heure où nous ne pensons tous qu'à une seule chose, aller à la plage. Aujourd'hui, franchement, au vu de l'intro, ça me paraît assez positif parce je crois que c'est la première émission où je vois le terme santé associé à la perte de poids, donc c'est déjà positif. Après, le seul truc que je pourrais redire par rapport à l'introduction qu'on vient de voir, c'est qu'on est encore très rattaché à l'idée d'un poids idéal, alors que si vous me suivez un petit peu, vous savez très bien que une personne peut très bien avoir un physique qui est considéré comme idéal par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui pèserait par exemple 60 kg, et une personne pourrait très bien avoir le même poids, mais pas du tout le physique qui ressemble à cette personne-là. Donc le poids, pour moi, ça reste un indicateur, et il faut vraiment commencer à l'oublier complètement. Mais après, à part ça, la démarche a l'air bonne. La première que nous rencontrons, c'est Alison, 28 ans. Elle habite à Berlétan et elle a pris 20 kilos en 4 ans. Et notamment, c'est que tu aurais aimé perdre du poids avant de pouvoir tomber enceinte. Et du coup, je pense que c'est ça qui te stresse aujourd'hui. Par rapport à ça aussi, je ne m'y connais absolument pas dans les processus pour tomber enceinte, etc. Mais il faut aussi s'interroger sur le métabolisme de la personne. Si le métabolisme est trop bas par rapport aux choix alimentaires qu'elle fait, qu'elles ne consomment pas suffisamment de protéines, malgré le fait qu'elles soient en surpoids, parce qu'il y a des personnes qui sont quand même en surpoids et qui arrivent à avoir des enfants, il faudrait aussi s'interroger sur le fait que est-ce que c'est pas juste son métabolisme qui est très bas et du coup son corps n'a pas suffisamment d'énergie, on va dire, pour pouvoir assumer une grossesse. Je pense qu'il faudrait plus creuser sur cette branche-là, mais forcément le fait de perdre du poids va aller dans le bon sens et si jamais, je crois que c'est à la fin du reportage, il nous disait qu'elle était retombée enceinte, je pense que le fait qu'elle ait perdu du poids a quand même été dans le bon sens par rapport à sa grossesse. Et puis enfin, si vous arrivez à avoir une réelle grossesse, il y a toutes les complications qui risquent d'arriver pendant la grossesse. Ok, donc là on a eu quelques infos. Ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes les personnes qui interviennent dans le reportage, c'est des nutritionnistes, puis il y a des diététiciens. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quand même une grosse différence puisque les nutritionnistes doivent passer par des études de médecine. Les diététiciens, non. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc je pense que, je ne suis pas informé du tout sur le sujet, mais je pense que du coup, ce qu'elle nous dit, ça ne doit pas être non plus totalement faux. Si vous y connaissez, n'hésitez pas à m'éclaircir un petit peu dans les commentaires, voir si vous êtes plus de mon côté avec mon histoire de métabolisme ou plus de son côté. Ça m'intéresse. Ok, on a eu une petite coupure, la caméra avait plus de batterie, donc on est reparti. Notre deuxième volontaire, c'est Carole. Elle a 39 ans et vit à Malakoff, en région parisienne.
Le fait d'être essoufflé à l'effort n'a pas de lien avec le poids que vous faites. Vous pouvez d'ailleurs être en surpoids, voire en obésité, n'avoir pas de difficulté, je sais pas, à tenir par exemple un match de rugby. Ouais, après une petite chose par rapport à ça, certes, moi je le vois, c'est-à-dire que je fais jamais de cardio, donc forcément dès que je cours, bah, je suis éclaté, alors que avant ça m'arrivait de faire du cardio, de courir à 10 km et d'être bien. Après, on peut pas enlever que le fait qu'il y ait plus de poids déplacé fatigue aussi un peu plus. Ça, malgré ce qu'elle peut dire, je pense que si demain, peut-être que cette dame fait du cardio, on lui met des poids aux chevilles, des poids aux bras, je pense quand même qu'elle sera plus essoufflée malgré le fait qu'elle fait du cardio. Alors en tout cas, c'est mon hypothèse. Ce qui est intéressant plutôt, c'est de parler de poids d'équilibre, qui est finalement propre à chacun. C'est la manière dont finalement vous mangez tous les jours, de manière équilibrée, en ne vous frustrant. Alors j'arrête maintenant parce que je vois pas en quoi le poids d'équilibre, donc ce qui est un maintien calorique, serait différent, dans le sens où si on fait l'action de maintenir son métabolisme au même endroit, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui mon poids d'équilibre, on va utiliser leur terme, c'est 2200 calories. Si demain je vieillis ou autre, mais que ma composition corporelle ne change pas, c'est-à-dire que je bouge toujours autant et surtout la composition corporelle, comme je le disais, c'est-à-dire que j'ai la même masse musculaire, j'ai le même taux de masse grasse, je vois pas pourquoi tout d'un coup, juste parce que je prends de l'âge, ça bougera à ce niveau-là. Je pense que juste plus l'âge avance, plus on a tendance à faire des mauvais choix au niveau de l'alimentation et peut-être plus de sédentarité. Donc à ce moment-là, peut-être que le métabolisme diminue, mais dans un choix, on va dire, de garder le métabolisme en bonne santé et en plus de ça, pourquoi pas de le relancer pour l'augmenter un petit peu, je pense que ce qu'elle dit peut être partiellement faux. C'est-à-dire que je peux très bien prendre une personne qui a 45 ans et lui faire une relance métabolique, elle pourra à terme avoir plus de calories en maintien que ce qu'elle avait au moment où elle a commencé. On va dire que le poids d'équilibre, comme il l'appelle, n'est pas fixé selon moi. Et Alison en mange tellement que c'est même l'ingrédient principal de son repas du midi, qui ressemble d'ailleurs plutôt à un petit déjeuner. Si j'ai des viennoiseries, je prends des viennoiseries. Je me fais souvent des choses au chocolat avec un café. J'arrête juste là. Là, on est vraiment sur une personne du coup qui consomme du Nutella. Donc, j'ai rien contre le Nutella, à part pour des raisons environnementales, mais là, c'est pas le sujet. Mais du coup, ça veut dire que c'est une personne qui, sur un repas, ne va pas du tout consommer son seuil de protéines dont elle a besoin. Donc, effectivement, ça rejoint l'hypothèse que j'avais donnée au départ, que c'était peut-être qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant parce que son métabolisme était trop mauvais. Donc, le corps, vu qu'il était en position survie, vu que le métabolisme était suffisamment bas, n'allait pas déclencher une grossesse. Donc, ça pourrait coller à ce que j'ai dit au départ, sachant je pense qu'elle n'a absolument pas son total de 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Bref, on va voir. Alison présente une réelle addiction aux aliments et notamment ici au chocolat. Eh bien, lorsqu'elle consomme ce chocolat, eh bien, cela libère les mêmes substances que si elle avait consommé des drogues dures. C'est le cas de beaucoup de Français qui présentent aussi des addictions alimentaires et qui finalement sont rapidement en échec lorsqu'ils essayent de se contrôler. Bon, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que le mode de fonctionnement n'est pas du tout pareil. Effectivement, on a une sécrétion de la dopamine dans le cadre par exemple du sucre, ou en tout cas d'un aliment comme ici qui est plus défini comme le bliss point. Le bliss point, c'est une fusion de sucre, de sel et de gras qui va être finement calculée par justement les industriels qui vendent ce genre de produits, Nutella, Kinder, etc. Et en fait, le truc, c'est que là, on l'associe directement. Donc, les gens, ils vont regarder ça, ils vont se dire, ok, donc le sucre, ça a les mêmes effets que la drogue dure, du coup. Alors que c'est assez différent, puisque la drogue dure, si je me souviens bien, dans la vidéo, de toute façon, je vous mettrai la petite vidéo que j'avais faite ici. Elle était pas mal tournée scientifique, mais je pense qu'elle peut être intéressante à regarder. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que le problème au niveau des drogues dures, c'était qu'en fait, elles allaient venir détruire un truc au niveau des neurotransmetteurs, ce qui allait faire que la dopamine, ça allait pas se transmettre exactement comme avec le sucre. Là, c'est juste qu'on va avoir une sécrétion de dopamine parce que c'est quelque chose qui fait plaisir au corps, mais en aucun cas, on va avoir du coup la même chose. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce que je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais je l'avais très bien expliqué à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pas exactement la même chose. Certes, ça sécrète de la dopamine, mais au niveau du neurotransmetteur directement, c'est une chose totalement différente. Julien, quant à lui, c'est clair, il adore la cuisine. Et son problème, ce sont les grosses proportions. Quand je fais la cuisine, je pense jamais à mon poids. Et quand il est à table, il n'y pense pas non plus. Ah bah il se resserre, papa. Voilà, papa se resserre un petit peu. Papa est grand. Et gros, si la violence. on m'a dit chez vous et que
il est dans votre maison, il faut vite les cacher, puisqu'il va tout manger. Je sais plus exactement dans le reportage ce qu'ils ont fait du coup pour cette personne-là, mais moi là par exemple la première chose sur laquelle je travaillerai avec lui c'est le volume alimentaire, c'est-à-dire que par exemple là il a fait du coup des pâtes bolo si je vois bien, je vais pas lui dire ne mange pas de pâtes bolo, mais plutôt je vais lui dire tu prends ta portion normale de pâtes bolo et à côté tu te prévois un grand saladier où tu fais une grosse salade avec des aliments qui sont peu caloriques ou sinon une grosse salade de fruits en dessert et là il aura plus faim. Moi c'est mon cas, je suis quelqu'un qui mange beaucoup, j'aime manger comme lui, j'aime cuisiner, mais par contre je fais en sorte, là par exemple il y a mon repas qui est en train de chauffer pendant que je finis cette vidéo à cause de la caméra qui avait plus de batterie, je sais très bien que je vais aussi me faire un grand bol de salade pour me combler, sinon c'est sûr qu'après le repas je vais aller taper dans le frigo ou des glaces ou des choses qui traînent. Le menu de Julien sur les pâtes bolognaises, ce sont des repas qui peuvent tout à fait arriver dans la semaine, mais qui doivent rester limités. Ce n'est pas un quotidien, ça ne répond pas en tous les cas à une alimentation équilibrée. Les pâtes bolognaises ne sont pas en tous les cas à mettre en défaut, mais il faut réduire les quantités et rajouter les légumes et les fibres avec. Direction maintenant. Je vois pas dans le cadre du plat là pourquoi ça répondrait pas à une alimentation équilibrée si juste on oublie le fait que les pâtes sont remplies d'antinutriments, mais moi je suis le premier à en consommer parce que j'ai pas trop d'incidence au niveau de ma digestion. Mais prenons par exemple des pâtes bolognaises, après je sais pas s'il a fait la sauce lui-même, mais s'il a fait la sauce lui-même avec de la viande qui provient du boucher, qui est une bonne viande avec des animaux qui sont nourris à l'herbe par exemple, avec une bonne sauce tomate qu'il aurait fait lui-même, on a un apport du coup au niveau des légumes, on a une bonne source de protéines, il rajoute du fromage qui n'est pas une mauvaise source, donc je vois pas en quoi ce repas ne pourrait pas être un repas qui rentrerait dans une alimentation équilibrée. Du matin, elle fait sa vaisselle et écoute de la musique. Et à 3h, elle grignote. Carole est finalement une maman avant tout qui s'oublie beaucoup. Et finalement, elle a perdu ses sensations de faim, de satiété, de sommeil. Et il va falloir travailler sur ça. Déjà, sur le sommeil, il faut qu'elle dorme toute seule et qu'elle récupère une qualité de sommeil, notamment aussi pour arrêter les grignotages nocturnes. Alors pour le coup, totalement d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas suffisamment dormir la nuit, c'est-à-dire de 7 à 9 heures avec un sommeil de qualité, ça va augmenter votre appétit le lendemain. Et forcément, qui dit plus d'appétit dit que ça va être plus compliqué de rentrer dans vos calories et du coup, ça va favoriser la prise de poids. Après, dans le cadre de cette personne-là, quand ils ont dit pas prendre de petit déjeuner le matin, ça me choque pas vraiment puisque si la personne n'en éprouve pas le besoin, il y a moyen juste de déplacer les calories à un autre moment. Et après, si cette personne-là fait tous les jours sa vaisselle à 2 heures du matin, ça peut très bien être possible qu'elle fasse un encas après avoir fait sa vaisselle, mais ça pourrait être dans ce cas-là un encas sain. Par exemple, le petit-déj qu'elle n'a pas fait le matin, si elle prend un grand bol de fromage blanc avec même un petit peu de céréales et avec des fruits, par exemple, ça serait quelque chose de sain qu'elle peut prendre du coup en guise de pré-dodo juste avant d'aller dormir. Mais bon, là, je pense que c'est plus, elle se réveille en pleine nuit, du coup, elle se demande ce qu'elle va faire parce qu'elle n'arrive pas à se rendormir et dans ce cas-là, c'est problématique. Mais en soi, la prise, on va dire la nourriture qu'elle prend pendant la nuit, c'est pas ça qui va lui faire prendre 15-20 kilos. Les maladies qui surviennent, tout ça, ça va faire prendre du poids. Alors parlons du premier pilier, l'alimentation. Concrètement, qu'est-ce que vous allez leur dire? La règle numéro 1, c'est surtout aucun régime restrictif, surtout pas. On va utiliser notamment la diète méditerranéenne. Elle repose sur des fondations simples, augmenter les légumes, augmenter les féculents, les protéines à la fois de source animale mais aussi de source végétale et surtout... Là, pour le coup, la diète méditerranéenne, je suis pas vraiment très fan de cette diète. Donc, effectivement, il y a des bons résultats parce que ça reste une diète en fait où on va pas se couper au niveau des glucides, etc. Par contre, l'ajout de protéines végétales, comme elle dit, avec les légumineuses, il y a énormément d'antinutriments à l'intérieur qui sont beaucoup plus nombreux, par exemple dans les pâtes qu'on a vu tout à l'heure. Je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur les antinutriments, pareil, en petite fiche en haut. Mais voilà, du coup, je suis pas vraiment fan. Et en plus de ça, pas mal, je crois, je m'avance pas, mais je crois que dans la diète méditerranéenne, il y a pas mal de graisses aussi qui sont mono et polyinsaturées et moins d'acides gras saturés. Après ça, je m'avance pas, mais je crois me souvenir que c'est le cas. Et si vous suivez un petit peu ce que je poste sur Instagram, vous savez que c'est pas vraiment ce qui est le mieux en termes d'acides gras. Donc pour qu'ils reprennent une activité physique sans se faire mal, vous leur donnez à tous vélo elliptique ou vélo allongé. En effet, c'est comme un traitement finalement. Vous n'allez pas chez votre pharmacien avec... Là pour le coup, je comprends pas trop. C'est une nutritionniste et du coup elle va leur donner
des choses à faire au niveau sportif. Après, je sais qu'il y en avait un dans les 3 qui a été en salle, mais pareil, c'était plus du HIIT que du coup de la vraie musculation. Là, l'intérêt avec des personnes comme ça, c'est les faire commencer en salle de musculation ou en musculation au poids du corps chez eux avec des élastiques, avec des petites haltères. Là, c'est des personnes qui vont pas du tout avoir besoin de beaucoup charger. Là, le but, c'est juste de remettre un petit peu le corps en marche. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de sport. Et là, dans ce moment-là, je conseillerais pas de faire du cardio parce que le cardio, ça va juste leur faire dépenser plus d'énergie, brûler plus de calories, mais à aucun moment ça va leur faire construire de la masse musculaire pour augmenter leur métabolisme. Et effectivement, avec cette approche-là, forcément que le poids d'équilibre, comme ils appelaient ça au départ, va pas du tout évoluer et ne va pas changer, voire même va diminuer un petit peu s'ils perdent trop vite du poids et brûlent aussi de la masse musculaire. On va voir ça juste après. 3 volontaires devront également faire 10 000 pas par jour et pratiquer du renforcement musculaire. Ok, donc le renforcement musculaire, il y est, c'est cool. Par contre, le cardio est pas du tout obligatoire. Les 10 000 pas par jour auraient été largement suffisants, même si déjà je trouve ça énorme. Perso, je fais jamais 10 000 pas par jour. Après, j'habite pas en grande ville et je sais que la plupart des gens qui habitent en grande ville doivent se déplacer plus que moi, donc les font. Après voilà, si on était juste parti sur 10 000 pas par jour et des vraies séances de musculation en salle, je pense que les résultats auraient été meilleurs puisque je connais déjà les résultats et je sais qu'ils n'avaient pas énormément perdu au final. Ça reste de la perte de poids lente et santé, mais c'est vrai que c'était assez lent quand même. Ouais, c'est dur à la fin du yaourt, c'est physique. Limite, j'ai la gorge qui se serre, j'ai plus envie de manger, quoi. Dans le cas d'Alison, elle ne supporte... Pour le coup, avec cette personne-là, vous l'avez vu, ils lui ont mis du coup au petit déjeuner le matin un yaourt et je crois un fruit. Une personne comme ça qui est du coup addict, je reprends les mots qu'ils ont utilisés, au chocolat, plutôt que de lui donner un yaourt par exemple aux fruits, je l'aurais plutôt fait prendre déjà un vrai bol avec par exemple du skyr pour avoir suffisamment de protéines, parce que c'est pas le micro-yaourt qu'elle mange qui, un, va la rassasier et deux, va lui apporter son quota de protéines. Et j'aurais très bien pu faire par exemple... je sais pas, lui proposer de mettre par exemple du chocolat noir qui est pas trop fort et en mettre quelques morceaux par exemple dans le skyr qu'elle puisse retrouver le goût du chocolat. Ça c'est important. Et puis bien sûr après un fruit et en fonction de si elle est rassasiée ou non, pouvoir rajouter d'autres choses. On peut aussi mettre par exemple des tartines de pain, etc. Pourquoi pas un petit peu de chocolat en fonction bien sûr de l'apport calorique sur l'ensemble de la journée. Mais je pense que ça peut être important si on veut tenir ça sur du long terme de quand même respecter le plaisir de la personne. Le chocolat, enfin, en principe. C'est quelque chose que j'ai du mal à stopper. Honnêtement, je préfère en mettre, sachant que la personne va en manger sinon, que de pas le mettre. Au moins, elle sera pas en mode c'est restrictif. Et là, en fait, au fond d'elle, elle va se dire j'ai mangé ça. Et elle va toute la journée se dire pourquoi j'ai mangé chocolat, j'ai pas respecté ce qu'on m'a dit. Alors que s'il intégrait de base, ce petit chocolat, c'est quoi? C'est peut-être 50-60 calories sur l'ensemble de la journée. Si on la fait se dépenser un petit peu plus, elle les a éliminés. Bon voilà, je me suis arrêté là parce qu'après ça va être la suite de l'expérience et du coup on va juste appliquer certaines choses. Après surtout aussi, je vous le dis, j'ai pas trouvé les images, c'est plus disponible en replay, je ne sais pas pourquoi, donc on va s'arrêter là. Dites-moi du coup si ce genre de vidéo vous plaît, où je réagis et je vous explique selon moi ce qui est bien, ce qui est pas bien. En tout cas, ce que j'ai trouvé dommage, je l'avais vu du coup à la télé quand c'était passé, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils se sont vraiment tenus à des plans alimentaires qui étaient pas forcément ultra personnalisé, dans le sens où l'apport calorique, voilà, c'était un apport calorique assez faible et on savait pas il n'y avait pas d'attention particulière mise sur les macronutriments, c'est-à-dire qu'on n'optimisait pas par exemple l'apport protéiné sur la journée, etc. Pourtant, je sais que c'est extrêmement important. Bon, on aurait pu aller un petit peu plus loin et pareil, il n'y avait pas forcément de notion du volume alimentaire, c'était vraiment... La perte de poids, c'est une corvée, il faut y passer par là pour être en bonne santé et il ne faut pas aller trop vite parce que aller trop vite, c'est mauvais pour la santé. À aucun moment, les personnes vont retenir une bonne expérience de leur perte de poids, vont avoir un meilleur métabolisme qu'au départ et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je ne parlerai pas forcément des expériences qui ont été faites, etc. parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ces petites réactions auront permis de vous éclaircir si vous aussi, vous pensiez comme ça et que vous vouliez avoir un autre avis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit, si la vidéo vous aura plu. C'est un nouveau concept, donc c'est important de me donner vos retours. Et puis, écoutez, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus normale cette fois-ci.